Vostra. Il faut avoir une certaine cohérence dans ta stratégie d'investissement, quelle qu'elle soit. Si tu fais des coups, tu as fait un très beau coup, sors et attends le prochain. Oui. Si c'était un point d'entrée dans une finance long terme, c'est très bien. Continue à y investir doucement, tu as fait des bons choix, fais des arbitrages quand tu penses que telle société finalement est un peu moins bien que telle autre, etc. Te soucie pas de valorisation parce que quelque part, c'est un peu comme le mec qui rentre, c'est un peu comme le marché immobilier. Tu vends aujourd'hui ton appartement pour en racheter un autre, même si tu as fait une très très belle plus-value sur ton appartement, tu vas racheter très cher. Parce que tu vas acheter un bien équivalent. Si tu es un primo-accédant ou un primo-investissant, bah, là c'est un peu cher, c'était mieux il y a 6 mois. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Alors nous revoici sur La Martingale, nous revoici dans un épisode de fin d'année, un peu spécial, avec un invité que certains d'entre vous connaissent, puisque ça va être l'invité que je vais avoir le plus reçu sur La Martingale. Finalement, tu vas battre Philippe, en l'occurrence, sur l'immobilier, tu vois. Philippe Le Tringue. Ça, c'est un vrai honneur. Laurent Puget, le patron d'OTA Capital. Salut Laurent. Bonjour Mathieu. Je suis hyper content de te revoir ici. D'autant plus que tu vois, c'est un peu avec toi, on refait le match, quoi. C'est ça va devenir un rituel. On est fin d'année 2020. On avait fait ce bilan l'année dernière et l'épisode avait particulièrement bien marché. Donc, et je sais pourquoi, parce que c'est toujours passionnant de parler avec toi, Laurent. Il lève les yeux au ciel. Vous voyez pas les mimiques, mais donc je rougis. Tu rougis. Non, mais c'est vrai que c'était très cool et voilà. Alors j'allais dire, on rappelle, rapidement, OTA, vous accompagnez. Alors déjà, vous gérez des fonds, d'une part, que vous créez vous-même, des fonds d'investissement, et d'autre part, vous accompagnez des privés et des entreprises dans la gestion de leur argent. Voilà, et de leur patrimoine d'une façon générale. Absolument. Voilà. Une fois cela dit, et ce rappel fait, 2020. Alors on efface déjà ce qu'on a expliqué en fin 2019. Rien de ce qu'on avait dit ne s'est passé. Mais ça tu l'avais prévu un peu. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Tu m'as toujours dit que tu venais pas avec ta boule de cristal, donc ça on est clair. Mais souvent on va prendre l'expression d'avoir pris un bus, un camion dans la gueule. Là j'ai l'impression un peu que un TGV. Un TGV, ouais. Sans casque, hein, évidemment. Non, cette année 2020, elle est complètement caricaturale, en tout cas du point de vue boursier, à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'elle a d'abord été une crise absolument phénoménale qui a pris les investisseurs complètement par surprise. Alors après, quand je dis les investisseurs complètement par surprise, il y a évidemment parmi ces investisseurs des gens qui, pour des raisons en général très variées, peut-être certains pour avoir prévu ce que pouvait potentiellement donner une épidémie comme le Covid, d'autres parce que il y a des gens qui ont de la chance, il y a des gens qui sont tellement prudents qui sont jamais dans les marchés, etc. Donc qui n'ont pas été surpris, qui n'ont pas été impactés par ce qui s'est passé au mois de mars. Mais quand on parle des investisseurs, c'est-à-dire du consensus, c'est-à-dire de la majorité des investisseurs, on s'est tous, et nous les premiers, mais littéralement balayé par cette histoire. À un moment en plus, je le rappelle, parce qu'on l'oublie, quand on est arrivé février 2020, le marché et les investisseurs étaient
très très optimiste. On avait eu une bonne année 2019, tout le monde tirait comme d'habitude un peu les traits sur ce qui venait de se passer, donc on avait tous des prévisions de marché de plus 10, plus 15%, un peu la surenchère qu'on a à chaque fois dans ces cas-là, et qui est toujours une extrapolation de la tendance qu'on vient de vivre et qu'on avait vécu en 2019, et tout ça a été littéralement pulvérisé en 40 jours, puisque je crois, alors bon, les grands spécialistes me diront et corrigeront de manière très précise, mais je crois que le marché a perdu 45% en 40 jours, quoi. Donc, qui est quelque chose que très honnêtement, on n'avait jamais vu, quoi. Alors, on parle de 40 jours qui sont à peu près de mi-février. Mi-février, fin mars. Fin mars avec un point bas à peu près, mi-mars, entre mi-mars et le 20 mars. Et ensuite, pour finir juste ce petit tableau rapide de l'année, et ensuite un système qui se fait tellement secoué par la crise du Covid et par la panique qui commence à s'emparer du marché, et puis on en a parlé un certain nombre de fois ici, on est dans un système financier mondial ou une économie mondiale qui est très financiarisée, qui repose sur le crédit, à tous les niveaux des agents économiques, de l'État jusqu'aux particuliers. C'est-à-dire que tout le monde est endetté. Tout le monde est endetté, et l'endettement, c'est de la confiance. C'est-à-dire que vous prêtez à monsieur machin parce que vous pensez que monsieur machin va vous rembourser. Si tout d'un coup, on se retrouve dans un environnement où plus rien ne tient, où tout baisse de 10% par jour, et où plus personne ne fait confiance à personne parce qu'on sait pas ce qu'ils ont dans leur bilan quand on parle de banque et de choses comme ça, on se retrouve avec un système qui se grippe. Et dans un système très financiarisé, ça, c'est la fin du monde. Et la fin du monde sonne en général la charge des banques centrales. Et les banques centrales, cette fois-ci, sont arrivées avec... Alors, à chaque fois que les banques centrales et qu'on a une crise comme ça, on se demande si les banques centrales n'ont pas épuisé toutes leurs munitions à la dernière crise et s'il leur en reste encore. Là, elles ont démontré qu'elles avaient encore une force de frappe et une puissance absolument phénoménale, et ils ont remis le marché sur pied à coup de liquidité à partir de mi-mars. Et on se retrouve aujourd'hui, on est ensemble, nous sommes le 17 décembre. Le marché français est à moins 5%, c'est-à-dire une année normale, pas très bonne, mais normale. Le marché européen est à peu près au même niveau. Les marchés américains sont à plus 40 pour le Nasdaq, plus 14 pour le Standard & Poor's. On est légèrement négatif ou flat sur le Dow Jones. Et donc, boursièrement, il ne s'est rien passé. Quelqu'un qui s'est endormi au mois de janvier 2020 et qui se réveille aujourd'hui, il s'est rien passé. C'est une année, c'est le Grand Prix de Formule 1 qu'on a vu le dimanche dernier, c'est-à-dire que c'est ennuyeux du début jusqu'à la fin. Ah non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que le type, je suis pas d'accord, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que le type qui s'est endormi, il a vu le départ avec Hamilton au début, il voit l'arrivée, Hamilton en premier. Exactement. Bon, ça, il se dit, super, j'ai rien loupé. Le truc, c'est que ce qui sait pas, c'est qu'au milieu, Hamilton a défoncé ses pneus, on lui a réparé sa voiture complètement, et finalement, il est parti avec 4 tours de retard et il a doublé tout le monde, quoi. C'est presque ça, quoi. Ouais, mais c'est un peu ça, si tu veux. Et c'est vrai que encore une fois, nous, moi, je veux être très honnête avec vous. Je suis quelque part sidéré de là où nous sommes aujourd'hui. Alors, en janvier 2020, je t'aurais dit, si tu me dis moins 5 à la fin de l'année, je te dis c'est pas une très bonne année, je pense qu'on fera mieux. Si tu me dis la même chose le 12 mars... Tu dis je prends tout de suite, quoi. Je signe tout de suite avec les pieds. Hein. Je sais, je crois que tu l'as dit d'ailleurs. Ok, j'ai 1 million de questions après cette intro, je te remercie, c'est très clair. As usual. En fait, alors bon, déjà tu parles beaucoup de bourse, mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ce status quo est quand même à peu près partout. C'est-à-dire que l'immobilier s'est pas complètement effondré. Je pense qu'il a pas continué à augmenter comme certains devaient l'espérer. On n'a pas encore en fait les startups, je veux dire. Oui, mais si tu veux, je suis d'accord avec toi. Mais c'est le monde financiarisé, le monde qui vit de la liquidité, de l'abondance de liquidité, lui a été complètement préservé de cette crise grâce, encore une fois, à l'accès aux liquidités qu'on lui a donné et de ce que les gouvernements et les banquiers centraux lui ont donné. L'économie réelle,
c'est un autre sujet aujourd'hui. On parle de comment dire, dichotomie ou de décorrélation entre l'économie réelle et l'économie financière. C'est un peu tout le problème aujourd'hui des banquiers centraux qui sauvent un système. Comment à la fois sauver un système en injectant de l'argent comme ça, et comment faire en sorte que cet argent arrive jusque à l'économie réelle. Tu vois, c'est un peu ce que j'ai écrit en gros dans mes questions au milieu, c'est mais WTF, donc mais what the fuck, genre tu te dis mais enfin tu vois, je reprends cette image du TGV, mais comment tu te prends un TGV en pleine gueule au mois de mars à Donf et finalement t'es à peine un peu sonné au mois de décembre, tout va bien quoi. Je veux dire, ça semble, l'image semble tellement loin, c'est-à-dire que en effet, on parle, c'est là où on a l'impression que le monde financiarisé et l'économie réelle se sont encore plus écartés qu'avant, c'est-à-dire que on se dit comment est-ce possible quoi. Et finalement, c'est vrai que beaucoup, tu entends ça et là de gens où on se dit bah même on va peut-être mettre cette dette dans une poche puis on va l'oublier quoi. Là, il existera toujours, mais on la remboursera pas et puis je sais pas ce qu'on fera. Et en fait, pour beaucoup, en fait, le commun des mortels, tu vas te dire, ben, pourquoi on ferait pas ça tous les ans ou tout le temps, en fait, tu vois? Alors, j'entends bien la question et le débat. Moi, j'ai une vraie question là-dessus. C'est comment est-ce qu'on peut imaginer sérieusement que tout d'un coup, on décide que les dettes ne se remboursent plus? Oui, parce que tu parles de confiance, là. Voilà. Oui. Et donc, j'entends bien, encore une fois, et je suis bien le débat où finalement, on se dit les dettes vont finir sur le bilan des banquiers centraux, et puis qu'à un moment donné, on fera un petit coup de gomme. Voilà, un petit coup de gomme, et puis on dira, ben non, plus personne ne doit plus rien, etc., etc. Il y a un précédent qui est intéressant, et qu'on pourrait observer, qui est le Club de Paris. Le Club de Paris, c'était finalement tous les pays, notamment africains, qui avaient des dettes assez colossales vis-à-vis des pays occidentaux et des pays développés. Et c'était le point de savoir si on pouvait, pour aider ces pays et pour aider leur développement, à un moment donné, effacer leurs dettes, ou en tout cas faire en sorte de... On n'y est jamais parvenu. Bon, alors, de là à dire que parce que c'est une quadrature du cercle, c'est pas impossible, mais c'est très difficile quand même d'imaginer que on puisse, dans une économie qui est encore une fois fondée sur la dette et fondée donc sur la confiance qu'ont les agents économiques dans un certain nombre de signatures, dont la signature des banquiers centraux, etc., etc. Imaginer que tout d'un coup, on décide qu'une dette puisse disparaître ou ne pas être payée, ou finalement ça a été de la monnaie de singe qui n'a jamais existé, etc. Ça me... J'entends le point, je comprends tout ce qui est, encore une fois, et tout ce qui va avec, qui est probablement la digitalisation de la monnaie, etc., etc., qui fera qu'un jour, on aura fait disparaître tout le cash, et que quand on dira aux gens qu'on paye plus les dettes, eh bien, ils auront plus peur, et ils se rueront pas dans les banques pour essayer de récupérer ce qu'ils ont au cas où. Voilà, mais et c'est évidemment un comportement psychologique extrêmement dangereux. Pour une raison qui paraît assez évidente, hein, c'est que quelqu'un qui n'a pas à payer ses dettes, il n'y a pas de limite, quoi. Oui, non, c'est sûr. Donc on tombe on tombe dans tout le débat qu'on voit aujourd'hui et qu'on verra peut-être, est-ce que du coup la monnaie papier vaut encore quelque chose? Est-ce que il faut avoir de l'or? Est-ce qu'il faut ou est-ce que ça expliquerait l'incroyable progression cette année notamment des monnaies virtuelles, etc., etc. Enfin voilà quoi, c'est toute cette question là, mais ce serait un changement de paradigme qui me paraît pas aussi simple que ça à mettre en place. Oui, c'est un vrai changement de paradigme. Ça ressemble un peu à du wishful thinking, et il faut faire un peu attention à ça. Ce serait bien, j'aimerais bien, mais est-ce que c'est réalisable, c'est autre chose.
Ouais, en effet, hein, les cryptos, alors on en parlait juste avant, on pourra revenir là-dessus, mais c'est intéressant. Donc on a dit, tu parlais d'un point de vue boursier. Je voudrais revenir sur un truc intéressant que tu as dit aussi au début. Tu crois que certains, alors je vois deux choses. Est-ce qu'il y en a d'une part qui avaient un contingency plan? Tu crois qu'il y a des gens qui ont vraiment des scénarios comme ça et qui ont pu mieux résister que d'autres, d'une part? Oui. Ah Ouais. oui, ça j'en suis convaincu. Oui. Tu sais, c'est la finance et la bourse ou le monde d'une façon générale, c'est une chaîne d'information. C'est-à-dire, tu as les early adopters qui sont au début pris pour des fous et puis qui tout d'un coup suscitent la curiosité et puis au bout du compte il y a l'engouement et c'est un peu pareil. Il y a sûrement des gens, il y a sûrement des canaris dans la mine. C'est-à-dire sûrement des types qui ont pressenti que finalement que le monde en général sous-estimait complètement ce qui était en train de se passer et que donc ce faisant se mettait en danger d'une vraie crise et qui ont pris des positions, alors notamment financières, qui étaient dans ce sens-là, c'est-à-dire qui ont sorti leurs actifs à risque, qui ont pris des positions éventuellement vendeuses sur les marchés, des choses comme ça. Il y en a quelques-uns qui sont un peu connus. Il y a Ackman aux États-Unis, qui a beaucoup dit Enors, aux États-Unis, qui a beaucoup dit que qu'il s'était enfermé dès qu'il a eu les premières nouvelles, qu'il avait je sais plus vendu des trucs, reventilé ses fonds essentiellement dans de l'or, etc. Donc et il dit l'avoir fait à la fin du mois de janvier, enfin entre la mi-janvier et fin janvier. Donc il y a sûrement des gens comme ça, et puis ensuite c'est l'histoire à chaque fois des tendances ou des grandes crises ou des choses comme ça. C'est tout d'un coup une petite rumeur qui s'amplifie, qui devient un bruit et qui finit dans un vacarme épouvantable et qui donne une crise. Et à la fois, il y a des grands pontes, des Warren Buffett qui ont pris des gros fours au milieu de l'année. Oui, et puis c'est des gens qui sont en plus, si tu veux, c'est aussi une philosophie de gestion. Un type comme Warren Buffett ne investit en ayant la conviction que à 15 ou 20 ans, ce type de phénomène est susceptible d'être gommé, et surtout que il croit tellement fort dans l'Amérique. Et dans sa banque centrale et dans son gouvernement et dans sa capacité de réagir, etc., que tout ça reste pour lui des phénomènes qui sont temporaires et qui ne changent pas la grande tendance de fond de la création de richesses et de la machine à créer des richesses que sont les États-Unis. Donc il y a ceux qui décident de ne jamais se soucier vraiment de ce genre de choses et de les prendre comme des opportunités quand le marché a baissé de 40%. Il y a ceux qui essayent d'anticiper le sens du marché, et ceux-là sont probablement ceux qui se font le plus secouer dans ce genre d'événements. On retrouve à chaque fois, comme toujours, tous les comportements et tous les mantras, mais le consensus, qui finalement, c'est un peu toujours pareil, c'est un peu une pensée unique, une tendance en général, etc., etc. Ce consensus-là, il s'est fait complètement dévasté. Il n'y a pas cru. Ensuite, il s'est dit qu'il fallait commencer à se couvrir. Puis il s'est mis à paniquer. Puis il s'est mis à tout vendre. Et puis il s'est fait retourner par les banquiers centraux. Mais ça, c'est ce qui est amusant. Alors là, pour le coup, amusant entre guillemets, c'est que c'est vrai que si le Covid et la pandémie du Covid est un phénomène totalement extraordinaire, la séquence boursière est très classique. Et c'est là où, en effet, ce qui me surprend dans tout ce que tu dis, la séquence boursière est très classique et... Elle donne quelque chose qui est presque pas assez scientifique, et je m'en excuse à l'avance. Quand on investit en bourse, mais je crois que je te l'avais déjà dit, quand on investit en bourse, quelque part, alors, soit on fait du trading en pensant qu'on va choper 3% à la hausse, anticiper la baisse, etc. Mais je parle pas de ça. Mais on investit en bourse sur le long terme parce qu'on a une confiance fondamentale dans l'humanité. Si on croit à la fin du monde tous les 6 mois, c'est probablement le plus mauvais investissement de sa vie et le truc qui va vous rendre la vie impossible, etc., etc. Ouais, peut faire des nœuds dans le cerveau aussi. Voilà. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, on croit à la capacité de l'homme et de la société à régler les problèmes auxquels elle est confrontée.
Et donc, on lui donne le temps de le faire. Et si on ne lui donne pas le temps de le faire, on risque de prendre des déculottés absolument épouvantables. Et une fois de plus, ce qui est peut-être la seule leçon à retenir de 2020 d'un point de vue boursier, c'est qu'il fallait surtout ne rien faire. Ouais. Alors que tout le monde s'est agité, qu'on s'est tous agités, qu'on a tous paniqué, qu'on a tous fait... C'est ça, etc. mais est-ce qu'on va attendre souvent du professionnel, en tout cas, quand tu es accompagné? C'est un peu ça, c'est de se dire d'être meilleur que moi, parce que souvent, c'est ce qu'on s'est dit ensemble. Ou de t'empêcher de faire des bêtises. Nous, on a eu des clients qui ont, comme nous, été très inquiets à un moment donné, avec qui on a beaucoup discuté et avec qui on a parfois convaincu que c'était presque trop tard, que la bourse est un métier d'anticipation. Si on achète quand le marché est au plus haut, parce que on risque de perdre, et quand on vend quand le marché est au plus bas, on risque de rater une hausse. Et finalement, c'est toujours ça. Donc, soit on a anticipé le mouvement et on est un cador jusqu'au coup d'après, soit on est en bourse parce qu'on croit à la bourse sur le long terme et on fait le dos rond, et c'est très, très compliqué. Quand on a un portefeuille qui a perdu 25%, et que vous avez un mec comme moi qui vous explique que il faut rien faire, et qu'il faut attendre, et qu'il y a un excès évident, et que tout ça va s'arranger. C'est les biais dont on parle sur un épisode récent, hein, donc les biais cognitifs et tu vois, la finance comportementale. C'est très compliqué parce que tu vois, moi, en plus, j'ai fait un chemin inverse cette année, c'est que je suis rentré sur la bourse comme tous ceux qu'on appelle les Covid traders, chez un de mes sponsors actuels d'ailleurs, comme ça que j'ai découvert. Et en fait, je suis rentré le 15 ou le 16 mars. Et donc, en plus, j'ai rajouté un peu de crypto, la bonne idée. L'année du siècle. C'est l'année du siècle, ouais. Mais en revanche, j'arrive à ce moment plutôt inverse où en fait... tu vois, je t'entends et je pense, moi je suis vraiment dans cette philosophie, c'est-à-dire me dire, je veux faire du long terme, parce que je me dis... Mais alors dans ces cas-là, tu as fait ce qui est à la limite, j'ai envie de te dire, le mieux pour un investisseur. Tu profites d'une période exceptionnelle avec un creux de marché exceptionnel pour rentrer sur un actif que tu ne détenais pas jusque-là. T'as un point d'entrée formidable, oui, garde-le. Oui, maintenant, mais t'as raison, mais maintenant, je sais plus quoi faire. Oui, mais la performance que tu as faite cette année, tu ne la reproduiras pas tous les ans. Je la reproduirai peut-être jamais même. Et donc, tu peux t'attendre à ce que sur les 5 ou 10 prochaines années, ton truc retourne à la moyenne, c'est-à-dire que tu finisses par avoir un rendement qui soit 7, 8, 10, si tu as bien fait ton truc, etc. Mais qu'est-ce que tu veux de mieux ? Non, mais en plus, mais tu as raison, je fanfaronne pas parce que je vais te dire le fond du truc, hein, c'est là où je fanfaronne pas du tout, c'est que je l'ai fait moi pour me marrer en mettant en mettant juste un tout petit montant par mois sur les mois qu'on suivit. Donc c'est super, à la fin, tu vois... et tu te dis, j'aurais dû tout mettre. J'aurais dû hypothéquer la maison. Non, oui, j'aurais dû, oui, t'as raison. C'est comme ça que ça finit assez mal en général. C'est ça, mais le problème, c'est que, tu vois, maintenant, j'en parlais, maintenant le problème, c'est que tout ça a tellement monté que j'ose même plus mettre ce petit montant mensuel. Parce que je me dis, en fait, ça va maintenant se casser la gueule. Il y a un moment où ça va finir par arriver. Et en fait, il faudrait que je sois capable de continuer en me disant, voilà, mais tu te dis, est-ce que, notamment, moi, je suis énormément sur des actifs technologiques. Tu rentres dans ce qui est le biais naturel, mais qui est le plus dangereux et le plus difficile à faire, qui est de se dire, je vais essayer de timer mes investissements. Tu vends aujourd'hui parce que ça a énormément monté, ok. Puis tu fais quoi de ce que tu as vendu? Et c'est encore une fois, je crois que c'est toute la difficulté et toute entre guillemets, le miroir aux alouettes des placements. Tu as 100 € à placer. Tu les places très très bien. Tu gagnes 25 ou 30% la première année. Tu vends parce que tu te dis, sinon je vais... Et puis tu fais quoi après? Tu te redonnes une chance de faire une bêtise. Okay. tu vois ce que je veux dire? Après, tu peux aussi être très très bon. C'est-à-dire être capable d'être, effectivement, hop, t'es rentré, tu sors, là tu vas être sur le prochain actif qui va bien et qui va monter le coup d'après. Encore une fois, il y a des gens qui ont ce talent-là, il est très rare, donc c'est difficile c'est dangereux de parier dessus, et de parier sur le fait qu'on l'ait, ou qu'on l'a, ou qu'on a trouvé un conseiller qui l'a. Alors, je le redis, j'ai pas de boule de cristal et t'en as pas non plus. Là, on parle de strat et moi, je trouve ça intéressant. Il y a dans le fond,
dans la forme plutôt, il y a quand même une forme finalement, on se dit, de status quo sur les stratégies d'investissement, la manière d'investir. En fait, cette fin d'année nous fait dire qu'en fait, si on avait été résilient et qu'on avait continué pareil, finalement, celui qui aurait commencé l'année, par exemple, je prends une image en mettant 1 000 euros par mois ou 100 euros, peu importe le montant d'ailleurs, hein, que ce soit en bourse ou même dans l'ensemble des placements, peut-être des choses qui sont complètement cassées la gueule, mais finalement, même des Airbus et même des Air France sont revenus à des niveaux, voilà. Donc, et qui serait rentré machinalement 1000 plus 1000 plus 1000 plus 1000, à la fin de l'année, il aurait probablement même gagné de l'argent. Tout dépend du montant qu'il avait initialement, mais tu dis on est sur de moins 5. Mais... Tu peux même aller au-delà de ça. Si le type dont tu parles a la capacité de mettre 1000 tous les mois, et qui ne s'arrête jamais, et qu'il a cette capacité, encore une fois, à être systématique, les variations du marché n'ont pas d'importance. Hein. Il lisse, il moyenne, il aura parfois acheté très bas, parfois acheté très haut, mais au bout du compte, au bout du compte, son prix moyen aura ce qui est toujours pareil, si tu veux, c'est le temps joue énormément dans les placements. C'est-à-dire que si tu peux suivre ta théorie, c'est comme là-dessus, il y a un petit côté joueur de casino. Si tu peux continuer à miser ad vitam aeternam sans que ta poche s'épuise, tu finis par gagner. C'est une question de proba. Oui. Ma question là-dessus, donc je dis la forme, finalement, si tu continues comme ça et que tu es assez résilient sur la méthode, ok. Moi, il y a une question que je me pose. C'était déjà le cas avant, mais j'ai l'impression que ça s'est accentué. Je me demande si quand même on n'a pas un transfert tu parlais de Warren Buffett qui croyait à fond sur les US. On croit peut-être toujours un peu pas mal sur les US. J'ai quand même l'impression que l'Europe et la France est quand même, l'Europe plutôt d'ailleurs, est quand même en train de... Est-ce que dans un portefeuille, alors là on parle beaucoup de bourse et en effet c'est peut-être plus facile sur de la bourse que sur de l'immobilier, mais on ne doit pas quand même se dire finalement je mettrais bien un tiers de mes actifs sur de l'Asie, sur des fonds qui sont quand même portés sur d'autres typologies de marché, parce qu'en fait... Ah oui, sûrement, oui. Dans une diversification de portefeuille, bien sûr. Je crois que c'est assez évident. Je pense que les émergents et les marchés émergents restent des choses intéressantes. C'est encore une fois la diversification fait que tous ces actifs sont intéressants, ils sont assez souvent décorrélés, ils se recorrèlent dans les périodes de crise ou dans les périodes de très très grande euphorie. Et ça, je pense que c'est le cas de tous les actifs financiers. Et c'est dû à cette financiarisation de l'économie et cette abondance de liquidités. Mais une des façons d'investir est sûrement de se diversifier. L'Asie est un pôle majeur, l'Europe a toujours une importance, et puis même si elle a des difficultés, elle a quand même une fenêtre de tir là qui commence à être un peu plus favorable, avec une présidence américaine qui tourne et un type qui a arrêté de la prendre à la gorge toute la journée à l'empêcher de presque d'exister. Voilà, les États-Unis restent un marché très leader encore aujourd'hui, et c'est vrai que autant c'est très très difficile d'être toujours sur la bonne pierre quand on traverse le gué des actifs financiers, autant d'avoir un peu de tout dans des proportions raisonnables en fonction du risque et de ce qu'on recherche, c'est jamais une mauvaise méthode. Ok, ça commence à se formaliser. Alors, si tu reprends au-delà de la méthode, la difficulté, parce qu'évidemment... Non, mais je reviens à ce que je te disais à une émission précédente. Plus tu prends de risques, plus tu dois t'en occuper, toi, personnellement. Et moins plus tu t'éloignes de ça, et plus tu t'éloignes du risque maximum, plus tu peux finalement confier ça à un tiers. Et un tiers, c'est-à-dire un gérant quelconque, il va te proposer soit un profil que tu recherches, soit précisément une diversification. Tout à fait. Et qui permettent de tenir la distance. De faire en effet un bout d'Asie, un bout d'US, un bout d'Europe, un bout de valeurs techno, un bout de valeurs résilientes, je sais pas quoi, et puis voilà. Très clair. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a des tas de fonds qui sont là, quoi. La question
que je me pose, c'est nonobstant tout ce qu'on vient de dire sur la méthode et sur la boule de cristal qu'on n'a pas, on a quand même une sorte de consensus qui dit que c'est quand même un peu fucked up tout ce qui se passe. Enfin, je veux dire, tout est. Enfin, je veux dire, il y a on a parlé des rationnels économiques et financiers qui sont décorrélés. Et il y a un moment où il est quand même pas impossible, voire peut-être que ça devient de plus en plus possible que. Je vais pas dire tout ça implose, mais qu'il y a un moment, alors notamment sur les valeurs techno, on parle de bulles de plus en plus, etc. On dit en fait la bulle, c'est pas le fait qu'elle existe ou pas, en fait, c'est même pas le sujet, elle est là, c'est clair. La question, c'est quand elle va exploser. Est-ce qu'elle va exploser? Parce que voilà, est-ce qu'elle sera toujours là? Peut-être que j'ai une mauvaise analyse, c'est ce que je lis à droite à gauche. Et donc, j'ai une question, qu'est-ce que tu penses de ça alors? Et une deuxième, si tu es d'accord, quels sont les signaux qui font qu'à un moment, je dois me dire, oulala, ça sent le roussi. Mais, même si on dit à l'instant que si ça sent le roussi, c'est pas grave, on continue, on y va et on panique pas. Plein de questions en une, hein, Laurent. Mais... C'est plein de questions en une, mais c'est compliqué d'y répondre parce que c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, on vit dans un monde, encore une fois, très financiarisé, dans lequel tout le monde vit à crédit, et personne ne se pose la question véritablement de se dire, moi, finalement, j'accepte d'arrêter de vivre à crédit, et donc quelque part de diminuer mon train de vie, mes capacités, etc., etc. Donc on accepte de vivre dans ce monde qui tient sur finalement la création monétaire et le crédit. Oui, il y a des risques. Oui, il y a des risques. Ce choix de société, il y a des risques. Et la deuxième chose, c'est que on connaît ça depuis toujours. Ça, c'est très classique. Plus on met de liquidité dans un système, moins bien il s'alloue. C'est-à-dire que plus il y a de liquidité dans le système, plus la mauvaise allocation du capital est probable. Parce que il y a trop d'argent, donc on ne sait plus où le mettre, on suit les tendances, il va s'investir de manière trop importante sur des secteurs qui sont trop étroits pour les accueillir sans atteindre des niveaux de valorisation complètement fous, etc., etc. Par exemple. Et donc cette mauvaise allocation du capital, qui est toujours une résultante de l'abondance de liquidité, on la constate dès que les banquiers centraux appuient sur la création monétaire et inondent le marché. On a des banquiers centraux qui ont envoyé des trilliards de dollars dans les marchés. Où est-ce qu'on les met, ces trilliards de dollars? Et étant entendu que les gens sont pas raisonnable dans le sens où ils vont pas tous se dire on va répartir équitablement sur les différentes classes d'actifs. Non, ils ont tous le truc à la mode où le voisin a gagné plus, où ils se disent que moi je veux y aller, que moi je vais en profiter. Et puis tous dirigent vers un actif, une classe d'actifs, etc. Créer une bulle. Au bout d'un moment, les valorisations ne veulent plus rien dire. Tu me parlais de Tesla, mais on peut parler aussi de Airbnb, de DoorDash, etc., de Snowflake et des dernières introductions en bourse qui ont été littéralement encore une fois hallucinantes et en termes de valorisation et en termes de progression les premiers jours. C'est des titres qui ont pris 100% ou 150% de la journée de leur introduction. C'est pas une rationalité économique. C'est finalement le truc que tout le monde veut, et puis il n'y en a pas assez pour tout le monde. Ça crée un phénomène de survalorisation, de bulles, de choses comme ça. Mais c'est pareil, il faut savoir ce qu'on veut, ça va avec le système qu'on a choisi. C'est ça qui est toujours un peu, moi qui m'a toujours surpris, si tu veux, et c'est très caractéristique à la France. On veut toujours tout et son contraire. On veut avoir accès au crédit, on veut que le pouvoir d'achat augmente, on veut que, etc., etc. Et on n'arrête pas de dénoncer les abus de la finance, les choses. Mais c'est exactement la conséquence du système qu'on souhaite.
Donc, c'est plus volatile, donc il y a des risques. Les risques, c'est pas la crise économique de 29 avec des gens qui meurent de faim dans la rue, etc. Mais c'est le risque de gros événements boursiers, de grosses corrections parce qu'il y a eu trop d'euphorie, trop de choses comme ça. Je crois que ça va avec, encore une fois, ça va avec le choix. Et ce choix comporte des risques et certains risques sont mortels. Et la crise de liquidité, comme on a failli l'avoir au mois de mars dernier, pour les choix qu'on a faits et pour la société financiarisée qu'on a choisie, est un risque mortel. Et donc, les banquiers centraux et les pompiers du système sont intervenus massivement. Ils ont inondé le marché de cash et donc maintenant, l'allocation qui est faite de ce cash n'est pas toujours raisonnable. Alors, et c'est de la finance comportementale, c'est ce que tu disais au début. Moi, ça me donne envie, et je ne sais pas dans quelle mesure ça, c'est une utopie. Tu vois, ayant reçu récemment Marie Eklund, qui va lancer un fonds, alors c'est du VC, hein, c'est différent en plus, mais qui s'appelle 2050, qui est plus axé sur de l'impact et des choses comme ça. Et elle m'a énormément convaincu. En fait, je me dis, au-delà de peut-être, tu vois, justement, tout centralisé sur les US, sur la voiture, sur l'électrique. Non, mais je prends un cliché énorme. Hein, tu vois, les US, la voiture, l'électrique, etc. À un moment, tu dis peut-être, mais ça, c'est peut-être aussi assez utopique, en fait. Hein, bon, la voiture, c'est électrique, mais où les pétroliers, ou etc., etc. Peut-être, est-ce qu'on vit un mouvement, un virage? Est-ce qu'il est réel? Est-ce que financièrement, il peut être intéressant, fondamentalement, vers entre guillemets, un monde meilleur qui elle dit, en fait, je me suis rendu compte de la valeur de l'argent et de l'impact qu'il pouvait avoir pour justement nous orienter dans une voie un peu différente. Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que... tu vois, j'essaie de voir un peu des tendances sur lesquelles moi, en fait, je t'entends sur ce que tu dis sur les choses auxquelles je crois à 15 ans, à 20 ans, et je me dis, en effet... peut-être que j'irai un peu plus à l'Est, peut-être que j'irai un peu plus vers des choses comme ça, parce qu'en fait, je me dis que c'est des signaux faibles, mais c'est aussi la génération qui est là, hein, qui monte, qui, elle, aura les rênes du pouvoir dans 15 ou 20 ans. Donc, en fait, si tu mises là-dessus maintenant, a priori, dans 15 ou 20 ans, tu auras peut-être raison. Qu'est-ce que ça t'évoque mais... Alors, moi, ça m'évoque quelque chose de la flûte, ce que je raconte. Non, c'est pas de la flûte. C'est encore une fois, investir, c'est quelque part, c'est prévoir ou essayer de prévoir ce qui va se passer dans les années à venir. Ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'il faut toujours un peu anticiper pour être un investisseur successful, c'est-à-dire que c'est parce qu'on a repéré une tendance un peu avant la masse que on fait de l'argent quand la masse s'y intéresse et qu'elle vous porte et qu'elle justement vous permet, quand vous avez été un tout petit peu en avance, de gagner de l'argent et donc ça consiste à analyser ce que seront les tendances de demain et à se dire celle-là va être une tendance porteuse, celle-là moins, il faut moins avoir d'investissement dans l'économie carbonée, un peu plus dans l'économie décarbonée, etc., etc. Et allier cette comment dirais-je, cette vision un peu générale de l'évolution de la société avec un travail de financier je dirais assez classique, c'est-à-dire est-ce que c'est à un prix raisonnable, est-ce que je paye aujourd'hui déjà 275 ans de succès à venir, ou est-ce que au contraire c'est quelque chose qui a du potentiel parce que c'est pas encore valorisé, etc. Et là on tombe dans un travail sur lequel on peut beaucoup moins prendre à défaut un financier d'une façon générale, parce que c'est plus une boule de cristal. C'est une vraie... Après, ça n'empêche pas de faire des erreurs et de se tromper et d'avoir des tendances qui ne se concrétisent pas, etc. Mais je pense que là, tu tombes dans... Si tu investis comme ça, oui, si t'investis, pardon, tu feras peu d'erreurs. Je vais imager ce que tu dis, mais si tu te mets en mode full pétrole, industrie carbone, tu prends un gros risque parce qu'a priori,
en tout cas le monde occidental, mais le reste suivra probablement, prend quand même une direction politique qui fait que de toute façon, ce sera fiscalisé, ce sera plus aussi intéressant. Enfin, il va y avoir une pression, voire une guerre menée contre. Donc de toute façon, tu peux pas te dire non, c'est de la merde, c'est du bullshit, j'y vais pas. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça c'est une tendance. Ça c'est une tendance que tu fais sur le très long terme parce que tu as décidé de ne plus être investi dans l'économie carbonée. Oui, et en attendant, Kretinsky, je crois, je sais pas si tu vois cet homme d'affaires tchèque, je crois, qui a racheté en partie Le Monde, etc. Lui, son business, si je comprends bien, je connais pas dans le détail, mais c'est de racheter à pas cher des comment on appelle ça, des raffineries et des choses comme ça, parce qu'en fait. Aujourd'hui, là, tu vois, en 2020, ça marche toujours, ça fait du pognon. Non, mais puis tu tombes, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu tombes dans l'excès de la mode, alors tout d'un coup, c'est la folie du décarboné, mais il y a encore un peu de chemin à faire avant que les économies et que la réalité si on avait tous une voiture électrique, on serait un peu pas très bien foutu dans les stations électriques, rien que ça, dans les stations essence, pardon. Quand au mois de mars dernier, le baril de pétrole tombe à $15 et qu'il y a encore des gens qui t'expliquent que c'est normal parce que on va rouler en voiture électrique et puis que le pétrole c'est mort, ils ont peut-être raison à 20 ans. Enfin, à tout de suite, le pétrole à $15, c'est une bonne affaire. Il a été à 0 à un moment cette année, c'est ça? Il était négatif. Ouais, négatif. C'est un peu compliqué, mais c'était des options des options qui sont passées en négatif, c'est-à-dire que en gros. Les mecs voulaient bien, mais comme à un moment donné, quand les options expirent sur des matières premières, il faut prendre livraison de la matière première. Voilà. Il y a des gens qui, à un moment donné, ont dit en fait, on va pas vous l'acheter, mais vous allez nous donner un peu d'argent pour qu'on vous le stocke. Donc voilà, c'était un peu l'idée. Mais voilà. Et on retombe exactement un peu, on tourne autour de ce sujet-là. Tout dépend de ta perspective de temps ou ton horizon de temps. Ouais. Très important. Tu vois, si tu penses à quelques mois, quand le pétrole vaut 15, tu te poses pas la question de savoir si l'économie sera décarbonée un jour. T'en achètes parce que c'est pas cher et que ça vaut sûrement pas 15 aujourd'hui. Tu vois, si maintenant tu as une croyance fondamentale et que tu penses que toi tu vas faire de l'argent parce que tu vas un peu anticiper une tendance, etc., et que tu as décidé que dès aujourd'hui tu arrêtais d'acheter de l'économie carbonée pour faire tes investissements sur l'économie décarbonée, t'as une stratégie et ta stratégie, il faut que tu la suives. Je le dis pour tout le monde, mais notez bien ça, c'est hyper important. Dans chaque denier investi, c'est se dire à quel horizon de temps, parce que quel horizon, qu'est-ce que je fais avec, qu'est-ce que je cherche avec. Si je cherche à jouer sur une tendance qui n'a pas encore été découverte et sur laquelle je vais être investi dans les premiers, je ne fais pas d'aller-retour. J'y investis et puis j'attends que ce que je pensais devoir arrive, c'est-à-dire que le reste du monde s'y intéresse. Et voilà. Si je cherche des opportunités, que je sois écolo ou pas, que je crois à l'économie décarbonée demain ou pas, quand le pétrole vaut $10, je l'achète. Aujourd'hui. Ok. On a vu pas mal de choses déjà. Par moment, tu vois, je me dis, quand tout à l'heure je t'entendais parler de confiance et que tout repose là-dessus, si je dois voir le scénario catastrophe, il y a un moment où je me dis, quand même, j'attends un peu de voir où la confiance va tomber. Tu vois, et je me dis, est-ce que en fait, est-ce que là-dessus, on est sur un grand jeu de domino ou un château de cartes? Est-ce que en fait, si demain, tout d'un coup, je sais pas moi, je vais te prendre moi, parce que je suis très dans la tech, tu vois, mais je sais pas moi, Google, les GAFA commencent à s'écharper, ou ça commence par Tesla, t'as les GAFA, et puis tout d'un coup, tout ça tombe de 10, 15, 20, 30%. Est-ce que tout le reste s'effondre autour? Ou est-ce que tout est très très corrélé, ou est-ce que alors tout n'est pas très corrélé jusqu'à un certain point, qui était quand on en discutait au début de l'émission, jusqu'au point de la panique, où quand il y a une panique, quand la panique s'empare des marchés financiers, tout se corrèle, parce que le problème n'est pas de savoir la valeur des actifs. Le problème est de faire du cash et de sortir des actifs risqués. Et la panique, c'est la panique
potentiellement des professionnels, justement. Parce que Oui, c'est la panique du système. c'est eux qui ont les grosses parties des portefeuilles. Quoi. Oui, puis c'est eux qui, tout d'un coup, ont des volumes qui sont colossaux. Parce que les Covid traders comme moi, ils paniquent tout le temps, de toute façon. Donc, à la hausse, à la S, à la baisse, ils sont... Non, mais je crois que c'est... Oui, puis c'est surtout, encore une fois, c'est quand tout d'un coup, un consensus devient... Quand le consensus panique, c'est-à-dire la grande majorité des investisseurs paniquent. Hein. Quand on dit un investisseur qui panique, c'est un investisseur qui vend à tout prix. Voilà, parce que tout d'un coup, en fait, il a cru que la fin du monde était là et que c'est le dernier espoir pour lui de ne pas en être la victime ou une des victimes. Donc, il vend à tout prix. Donc, le prix des actifs n'a plus aucune importance. On l'a vu, c'était les derniers jours des baisses du mois de mars où on avait des indices qui baissaient de presque 10% par jour avec des valeurs qui baissaient de 50% dans la séance, quoi. Et donc, avec quelque chose, c'est pas que ça vaille 50% de moins ou machin, c'est que personne ne l'achète plus. Et comme le marché cote un prix, il faut qu'il trouve un prix où quelqu'un l'achète. Donc, voilà. Et c'est instantané. Donc, ça, c'est un système qui... Et puis, l'autre grande frayeur qui est... je crois qui est en arrière-plan de tous les investisseurs auxquels on croit sans y croire, en même temps, c'est à quel moment est-ce qu'on retombe dans ce qu'on a connu, par exemple, avant la Deuxième Guerre mondiale, qui est le décrochement monétaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, la monnaie papier vaut plus rien, il y en a eu trop, il y a une espèce d'inflation absolument galopante, et on va acheter sa baguette de pain avec des brouettes d'argent. C'est ça le risque aujourd'hui, qu'on continue à regarder d'un œil, même si on n'est pas du tout dans l'environnement immédiat. Et ce risque-là, c'est de se dire, on a tellement créé de billets, on a tellement créé de monnaie, ça ne veut tellement plus rien dire, ça n'a tellement plus de corrélation avec les économies et la puissance, ou en tout cas la valeur des économies qui les ont créées, que tout d'un coup, ça a la valeur du bout de papier sur lequel on a dessiné un billet, et pas plus. Il est là, la limite du système aujourd'hui, comme ça, sauf déflagration quelconque, hein, c'est ça. Alors, ce qu'on a vu, en tout cas, dans les 50 dernières années, peut-être même un peu plus, c'est que finalement, ça arrive. C'est arrivé, c'est des grosses crises, etc. Bon, si on va à l'étape d'après, c'est la révolution, puis on passe à un autre système, en fait, hein, ce serait quasiment ça. Je pense que c'est là, j'imagine une période d'hyperinflation avec, encore une fois, les monnaies qui perdent toute crédibilité et donc Ouais, bon, t'es scénarii, guerre, révolution, on va pas aller là-dedans. Oui, c'est forcément la martingale n'existera plus. Une rupture extrêmement violente de la société parce qu'encore une fois, la crise financière à ce moment-là impacterait les gens et impacterait la vie quotidienne jusqu'au prix de la baguette et la façon dont on peut ou pas s'acheter une baguette de pain. Voilà. C'est la République de Weimar avant le nazisme en Allemagne. Enfin, on en est là, quoi. On aura nos têtes sur un pic, peut-être. Enfin bref, on sera Ce sera forcément très violent parce que, encore une fois, parce que la société sera complètement entre guillemets en panique. Si j'espère et j'ose envisager un scénario plus même potentiellement obscur, mais plus vert que celui-ci, en tout cas plus lumineux. Quel est-il ? Non. Ma question, elle est plus sur la méthode. Alors là-dessus, si je vois que cette confiance s'érode, je me dis, tiens, si tu devais te donner à toi, ou à moi, en tout cas, un conseil parce que ça, c'est arrivé quand même plusieurs fois dans l'histoire. C'est-à-dire que tout le monde panique, tout le monde vend, etc. Et quand on est dedans, finalement, à un moment, c'est trop tard et puis souvent on fait un peu n'importe quoi. Si je prends un peu je prends un peu de recul, si je veux être l'oracle qui en fait, le conseil c'est quoi ? C'est juste tu continues à mettre tes 1 000 € par mois et puis dans des périodes comme ça et puis on s'en fiche. Tu retires tout à un moment quand tu vois vraiment le vent qui arrive et t'attends et tu regardes. Est-ce qu'il y a
quand même un pattern de gens qui s'en sortent à chaque fois très bien dans ces choses, dans ces crises-là. Et il y a toujours des gens qui ont vendu la veille. Encore une fois, oui, mais c'est jamais les mêmes. C'est jamais les mêmes. C'est rarement les mêmes. Donc il y en aura toujours et il y en aura encore. Tu me poses une question qui est un espèce de... Encore une fois, c'est la question impossible pour quelqu'un qui fait mon métier. C'est qu'est-ce que je fais si c'est la fin du monde ? Non, mais c'est pas la fin du monde. C'est ce que je veux dire. C'est que si en gros, on passe d'un marché qui est à 100 à un marché qui va à 20, et que de toute façon, à un moment, il va remonter à 50, puis peut-être à 100. OK ? Alors évidemment, je ne sais pas. Je ne sais pas quand il va passer à 20, je ne sais pas quand il va machin, mais quel est souvent en fait, il y a plein de gens qui vont tu vois, il est à 100, ils sont contents. Il passe à 70, il se dit ça va peut-être remonter. Il passe à 50, il commence à dire machin. Il passe à 20, ils essaient de vendre. Et puis à 20, ils vendent. Et puis en fait, quand ça remonte, ils rachètent quand c'est à 50. Et alors là, bon, voilà. Mais donc, ça, c'est la pattern classique le cycle du marché haussier au marché baissier, etc. Ça marche tout le long. C'est ce dont tu parlais au départ, c'est-à-dire la finance comportementale. Les gens ont beaucoup plus envie d'acheter quand tout le monde achète que quand tout le monde vend, alors qu'il faudrait faire l'inverse. Et donc voilà, enfin c'est assez classique. Et ils ont, quand tout le monde vend, ils finissent par paniquer à vendre aussi. Voilà. Donc ça c'est la pattern classique du marché et des cycles de marché. Si tu n'as pas acheté aujourd'hui, c'est-à-dire au plus haut, c'est-à-dire que tu investis, que tu as profité comme tu l'as fait d'un creux, que tu as laissé ce creux de marché, que tu prennes quelques profits parce que tu as un investissement mieux à faire ailleurs, que tu veux profiter de ta bonne fortune et même de ton flair et de t'offrir quelque chose qui te fait plaisir ou qui fait plaisir à ta famille. Avec ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, vendre, donc ça veut dire que tu vends. Tu restes en cash, qui va te coûter un petit peu, mais pas grand-chose, jusqu'à la prochaine opportunité, jusqu'à ce que ça baisse. Combien de temps tu tiens ? Si ça baisse pas. Et c'est encore une fois, c'est toujours pareil. Si tu es capable d'avoir la patience du crocodile, c'est-à-dire que tu attends, si ça doit prendre 1 mois, 6 mois, si c'est dans 15 jours, t'es le roi du pétrole, on est d'accord. Si c'est dans 2 ans, t'auras tenu tes 2 ans avec ton cash sans te dire je vais y retourner ? Certainement. Non mais voilà. Ouais. Donc si tu veux, et on retombe toujours un peu sur la même question. Tu vends pour prendre des profits, pour faire autre chose parce que ça te permet de faire quelque chose, etc., etc. Si tu reventiles, tu prends un risque d'investissement, c'est peut-être ça le problème en fait. Tu vois ? Laurent, attends, j'ai une question. C'est peut-être ça le problème, c'est qu'en fait, avec ces confinements à la con, on peut rien faire d'autre en fait, quoi. Tu fais quoi ? Tu peux pas partir. Toi, tu me dis pour faire autre chose, mais je peux pas partir en vacances. Je peux pas, même si tu te payes, je sais pas moi, des trucs complètement débiles, une voiture de luxe, un truc qui sert à rien. En fait, tu peux même pas l'utiliser. Donc Donc tu vas le réinvestir. Si tu vends aujourd'hui ta tech et tes bonnes affaires, tu vas le réinvestir sur quelque chose. Donc tu reprends un risque et tu. Si tu crois dans les sociétés dans lesquelles... Dans l'aménagement d'intérieur, en fait. C'est ça. Par exemple. Ou alors parce que tu crois dans les sociétés que tu as achetées, tu les gardes. Alors tu continues à mettre ton argent régulièrement, mais tu oublies pas de le mettre quand ça baisse aussi. Parce que sinon, mais finalement, pourquoi est-ce que tu continueras pas ? Ou alors, tu es venu faire un coup, tu as fait ton coup, tu sors, tu es vachement content, ça a vachement bien marché, et puis tu passes à autre chose. Ouais. Et puis donc tu reprends un risque différent sur un autre actif, etc., parce que tu penses qu'il y a mieux à faire ailleurs. Mais donc c'est toujours pareil, il faut raisonner dans la durée. C'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire que il faut avoir une certaine cohérence dans ta stratégie d'investissement, quelle qu'elle soit. Ouais. Si tu fais des coups, t'as fait un très beau coup, sors et attends le prochain. Ouais. Si c'était un point d'entrée dans une finance long terme, c'est très bien. Continue à y investir doucement, tu as fait des bons choix, fais des arbitrages quand tu penses que telle société finalement est un peu moins bien que telle autre, etc. Te soucie pas de valorisation parce que quelque part, c'est un peu comme le mec qui rentre, c'est un peu comme le marché immobilier. Tu vends aujourd'hui ton appartement pour en racheter un autre, même si tu as fait une très très belle plus-value sur ton appartement, tu vas racheter très cher. Parce que tu vas acheter un bien équivalent. Si tu es un primo-accédant ou un primo-investissant, là c'est un peu cher, c'était mieux il y a 6 mois. En fait, voilà. ouais.
Donc je regarde en fait, tu vois, je pourrais me dire, et ça c'est mon analyse à moi, c'est pas du conseil, mais moi je pourrais me dire, tu vois, dans mon portefeuille, finalement j'ai fait un beau coup sur Airbus, j'ai pris 33%. Et Airbus, j'y crois pas forcément à 20 ans en fait, quoi. Donc je me dis, bah tiens, là je vends. En revanche, du Google, du Amazon, putain, Alibaba, alors je crois que sur l'année, j'avais revendu au milieu de l'année et racheté, donc j'ai pas un truc lissé sur l'année, mais tu vois, depuis septembre, je dois être à moins 5% pourtant. Est-ce que tu mais ça, je un garde. peu d'Airbus pour acheter du Alibaba, par exemple, puisque c'est moins cher que quand tu l'as acheté? Peut-être pas tout reventiler ton Airbus, mais ça te permet. Si tu crois toujours à Alibaba, il est moins cher de 5%. Alors tu peux peut-être attendre un petit peu si tu penses que ça va baisser encore, mais il est moins cher de 5%. Airbus, tu as fait ton argent avec, finalement, quand on t'écoute, ça fait pas partie c'est pas les grands thèmes d'investissement. Demain, c'est l'aviation carbonée avec plein de problèmes, le Covid, on les a sauvés, mais finalement, the more we fly, the more we lose. Bon, bah, peut-être est-ce que ça, mais ça, c'est un comportement d'investissement encore une fois, sur le long terme. Et donc, si tu crois à Alibaba et si tu crois à Airbus sur le long terme, garde Airbus. Ça te versera un dividende. C'est une société européenne. De toute façon, il n'est pas question qu'il n'y ait qu'un seul constructeur américain. Si les Chinois émergent, comme ça a l'air d'être le cas, ça devient une cible. Enfin, je veux dire, t'as aussi plein d'histoires à raconter, mais tu feras peut-être pas 33% tous les ans sur Airbus. J'allais tout fermer mes positions et là, tu viens de me mettre un doute. Non, j'ai tout fermé, ça y est, tu vois. Ben, tu vois. Et tu es devant une nouvelle page blanche. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie et comment est-ce que je vois l'avenir. Mais tu sais aussi, parce que tu es un garçon raisonnable, que tu peux aussi te tromper. Qu'il y aura de temps en temps et que si tu te trompes la fois prochaine, il faudra pas bouder, partir et arrêter. Ça ne veut pas dire que le coup d'après, tu n'auras pas une bonne idée. Toujours passionnant. On a fait un bon tour. Bon, on pourrait... tu vois, j'allais dire... On parle trop, moi je parle trop. Ah non, c'est très bien, justement. Tu vois, et puis c'est cadré. Tu vois, le truc, mais là, j'ai peur qu'on parle trop longtemps, mais parce que en ce moment, j'aurais presque envie de vendre tout Airbus et de me coller tout sur... alors là, tout le monde va se marrer, surtout quand ils auront écouté cet épisode dans 3 semaines et que tout sera craché lamentablement. Mais toi, Mathieu, j'aurais tout envie de mettre sur du Bitcoin et du Ethereum, tu vois. Toi, Mathieu, tu es un spéculateur féroce. Donc, non, c'est pas vrai. Mais... Tu sais que c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. En fait, ça peut transparaître là, mais je parle de... En fait, probablement 5 ou... Pas 10%, c'est sûr, mais 5% de mon patrimoine. Ouais, 5%, je pense. Tu veux dire en bourse. En bourse. Ouais. Ah mais donc, oui, mais ça du coup, c'est rien. C'est-à-dire que je suis pas du tout... je suis pas une tête brûlée. C'est juste qu'en fait, honnêtement, tu vois, ce qu'on te dit là, aujourd'hui, bien au-delà de l'éducation financière, je pense qu'une éducation culturelle, économique, ouverture vers le monde, de l'Est, des bitcoins, pourquoi l'or, Airbus, où va le monde, le carbone, le décarboné, tout ça, en fait, tu vois, je pense que c'est beaucoup plus large. Et en fait, c'est pour ça que je fais ça et c'est pour ça que je m'intéresse à la bourse, parce que je me dis, quand ça me pique et quand machin, je prends on va dire la peine intellectuelle, ou en tout cas j'oriente mon intérêt vers quelque chose où je pourrais juste non mais là je pense que tu dis quelque chose d'important et c'est une façon, alors je vais passer pour un horrible capitaliste machin, mais c'est une façon de participer au monde, oui, d'investir et donc là aussi, si tu veux, comment est-ce que tu veux participer au monde? Et quelque part, si tu réponds à cette question-là, tu l'as ta stratégie d'investissement. Est-ce que tu veux choper le maximum? Est-ce que tu veux essayer de faire des coups? Est-ce que tu veux t'engager pour des causes, t'engager pour des tendances, etc. Et donc, comment est-ce que tu investis? Et ça n'est pas une question d'importance des moyens. Tu peux le faire avec 10, 100, 20, 1000, 1 million, 1 milliard, tu vois. Donc, mais c'est ça. C'est ça l'idée. Et voilà, donc on va pas finir sur le Bitcoin parce que est-ce que tu veux participer au monde dans le Bitcoin? Là, c'est un peu. Non, mais moi alors tu m'inviteras peut-être pour une prochaine émission, mais je ferai le rôle de celui qui a rien compris. Le Bitcoin, je pense qu'on est beaucoup comme ça. Des cryptos.
j'ai à la fois l'impression de passer à côté de quelque chose, voilà. À la fois, il y a certains éléments que je comprends, une énorme partie qui m'échappe complètement. Et donc, voilà, typique, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais beaucoup en parler et en parler avec des gens qui sont beaucoup plus experts que moi. Encore une fois, alors là pour moi ça reste un vrai ovni. On en reparlera peut-être un jour. Voilà, ça n'a pas de valeur. On pourrait faire tu sais que j'y pense, mais on pourrait aussi faire justement, j'aimerais en parler beaucoup avec des gens qui sont plus experts, mais une sorte d'approche croisée, un micro croisé. Moi, ça m'intéresserait. Avec je sais pas, un Éric Larchevêque ou oui, non, moi, ça m'intéresserait parce que j'entends bien que c'était une bonne idée puisque ça monte. Donc ça bien sûr. Que si c'est quelque chose, si c'est une espèce d'ovni spéculatif, comme tous les ovnis spéculatifs, il y a des gens qui auront gagné beaucoup d'argent avec, il y a des gens qui vont en perdre beaucoup, et puis finalement, à un moment donné, ça aura plus ou moins disparu parce que voilà, on sera passé à autre chose. Ou alors il y a une vraie réalité et les monnaies virtuelles pourront un jour supplanter ou en tout cas exister véritablement comme des monnaies en parallèle des monnaies souveraines, ce qui encore une fois moi me paraît, ne serait-ce que pour des problèmes de géopolitique très 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 difficiles à imaginer. Non, mais il peut y avoir aussi une approche de confiance. Mais la confiance, tu vois, j'en reviens là-dessus. La confiance en quoi? Le Bitcoin, parce qu'il y a un nombre limité de Bitcoin, alors ça vaut quelque chose. Mais enfin, je veux dire, on parlait de confiance, là on est sur la forme la plus extrême. C'est-à-dire que le jour où il n'y a plus de confiance, le truc vaut zéro, ça vaut zéro. Encore une fois, on compare ça à l'or de temps en temps, c'est ce qu'on disait off au début de notre discussion avant de démarrer cette émission. L'or, ça rentre dans des composants informatiques, ça a comme toujours le pétrole, été... quoi. Mais bon, le pétrole, à un moment, a stocké, c'était en négatif. Oui, mais ça dépend des fluctuations du marché, du contexte, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a on va dire une valeur industrielle, une valeur d'utilisation, d'usage. Tu te fais pas une bague avec un Bitcoin. On disait au début. Ou alors il faut me montrer comment. Ou une bague en or avec un Bitcoin dessus. Mais ça n'a rien à voir avec la valeur du Bitcoin. Ça reste de l'or. Ta bague, elle vaut l'or, elle vaut pas le Bitcoin. Donc oui, voilà. Mais quand t'as faim, l'or, tu t'en fous. Tu vois ce que je veux dire? La valeur de l'or et ta bague et tes oreilles, en fait, quand t'as faim, tu préfères du pain, quoi. Et c'est la farine à ce moment-là. Il y a un espèce de côté où, même si tu fais disparaître les marchés financiers, le machin, le truc, le bordel, t'as ton lingot ou ta bague. Elle était une monnaie d'échange chez les Incas. Elle continuera à être une monnaie d'échange avec, etc. Et donc, ton lingot, il vaut quelque chose. Tu supprimes la finance ou le monde financiarisé, ton Bitcoin, il disparaît quand on a coupé le courant. Oui, mais ça se trouve, ton lingot d'or, il ne vaudra pas un paquet de Frosties, quoi. Donc, peut-être qu'il faut investir dans des paquets de Frosties, tu vois, si tout le monde a faim. Ce que je veux dire, ça arrive si tu veux pousser le truc. Oui, mais si tout le monde a faim, tu auras forcément, on retournera au troc ou comment dirais-je, à l'état le plus primitif du commerce. Et quand tu remontes à l'état le plus primitif du commerce, tu trouves de l'or, pas des Frosties, ni du Bitcoin. Bon, sur cette conclusion totalement déjantée, arrêtons-nous là. L'année 2020 s'arrête. Merci Laurent. Merci. On peut te contacter sur le site d'OTA Capital, un peu partout, sur LinkedIn aussi, Laurent Puget. Absolument. Comme les huiles. On a malheureusement et heureusement comme les huiles. Ouais. C'est pas les tiennes, malheureusement, surtout. Et puis OTA Capital a une page LinkedIn aussi. Et, voilà. Et on a un site internet et on vous attend avec le plus grand plaisir. Plein de questions, plein de rencontres. Il y en a beaucoup qui sont déjà allés voir OTA et Laurent. Soyez encore plus nombreux si vous cherchez des conseils avisés pour les prochaines années. Voilà. Merci de ton temps, une fois de plus. Laurent. Bon, plus tard, on se voit l'année prochaine, ou sinon, quand la bulle aura explosé dans 6 mois, quoi, pour en parler, quoi. Ah, mais ça, on peut, il faut jamais. Mais tu sais, moi, on m'a appris qu'il fallait jamais mettre une date sur une prévision boursière dans la même phrase. D'accord. Quand la bulle aura explosé.
D'accord. Et puis bah voilà, n'oubliez pas d'acheter des Frosties, peut-être des bitcoins, peut-être de l'or, faites ce que vous voulez, c'est à vous de choisir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne année 2021, pleine de bons investissements, de bons coups, et surtout moi j'ai adoré finalement l'approche de Laurent qui est de dire comment est-ce que tu veux participer au monde, parce que je trouve que c'est vraiment une belle manière. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse autour de ces investissements, et je pense que c'est une bonne manière de voir les choses. Salut Laurent. Au revoir Mathieu. À bientôt tout le monde. Meilleurs vœux. Et meilleurs vœux à tous. Ouais, et puis n'oubliez pas de partager ces épisodes de La Martingale. Partagez à plein de gens autour de vous pour la bonne année, pour les bonnes résolutions. C'est le moment de s'y mettre. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt non plus. À la semaine prochaine sur La Martingale. Salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.